Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette session d'après-midi sur ce volet assez spécifique de la mucoviscidose qui est les anomalies glucidiques. Donc, en modération, on a Isabelle Danner-Boucher de Nantes, moi Marie Mitaine de Toulouse, et pour commencer sur les anomalies glucidiques, Laurence Weiss de Strasbourg, du CRCM pédiatrique, va nous parler du dépistage des anomalies de la tolérance au glucose dans la mucoviscidose, sur les modalités, et nous parler de l'enquête nationale d'évaluation des pratiques. Merci Marie. Bonjour à tous. Donc cette première partie sera consacrée au dépistage des anomalies de la tolérance glucidique. Donc le diabète de la mucoviscidose est la principale comorbidité associée à la maladie. Donc vous savez que la prévalence augmente avec l'âge. Elle est d'environ 2 à 5% chez l'enfant, 15 à 20% chez l'adolescent, et elle augmente progressivement jusqu'à 30 à 40% chez l'adulte en fonction des tranches d'âge. Si on regarde le dernier registre français de la mucoviscidose, donc en 2020, on voit que l'intolérance au glucose apparaît dans l'enfance, augmente progressivement, et on voit qu'après 20 ans, la courbe bleue, donc ça diminue au profit du diabète, donc la courbe rose pour le diabète aux totalités, qui augmente progressivement. Et dans le dernier registre, il y avait 32,5% des adultes qui étaient diabétiques. Donc ces courbes vont probablement être modifiées avec l'arrivée des modulateurs de CFTR, avec cependant, je pense, une augmentation du nombre de patients, notamment adultes diabétiques, et peut-être une modification du type de diabète, avec pour ceux qui sont traités, qui peuvent avoir une surcharge pondérale, voire une obésité, un diabète qui peut être un peu mixte, avec des éléments qui orientent vers le diabète de type 2. Le diabète est un facteur de risque de sévérité de la maladie. Donc, de nombreuses études l'ont mis en évidence que la fonction respiratoire des patients diabétiques était plus altérée que les non-diabétiques et qu'ils avaient également un état nutritionnel moins bon. De ce fait, le dépistage et surtout la prise en charge précoce du diabète apparaît nécessaire. Donc, non seulement pour prendre en charge, prévenir les complications microvasculaires du diabète, mais aussi pour prévenir le déclin de la fonction pulmonaire et la dénutrition. Les modalités de dépistage actuellement font débat. Et en septembre 2020, s'est créé un nouveau groupe de travail sur le diabète, avec un premier axe de travail choisi, de faire un état des lieux des modalités de dépistage en France dans les CRCM, avec un questionnaire d'évaluation des pratiques qui a été diffusé aux responsables des 47 CRCM. À la question posée des méthodes de dépistage utilisées dans les centres, déjà on peut remarquer que l'ensemble des CRCM dépistent les anomalies de la tolérance glucidique et que ce sont principalement la GPO ou la mesure continue du glucose ou Holter glycémique qui sont proposées dans la majorité des centres. 92,3% des CRCM proposent, selon les recommandations, une AGPO annuelle à partir de l'âge de 10 ans, et parfois plus tôt. Et on a pu remarquer que la plupart des CRCM proposent des glycémies dans la GPO à la fois au temps 0, temps 60 et temps 2 heures. L'hémoglobine glyquée est elle aussi un examen qui est proposé dans les centres, mais rarement seul, le plus souvent en association avec la GPO et le Holter. Le Holter est un examen qui est très pratiqué dans les CRCM. Il est proposé le plus souvent en cas d'intolérance au glucose ou de diabète objectivé par une AGPO, mais il est également proposé ponctuellement dans les centres dans 57%, et certains CRCM le proposent de façon systématique annuelle et dans 32% des centres. Les pratiques sont cependant hétérogènes, avec parfois des difficultés rapportées d'approvisionnement du matériel et également des difficultés d'interprétation des Holters en l'absence de normes bien définies. Quelles sont les difficultés rencontrées durant le dépistage? Donc, c'est le point de vue des médecins répondeurs. Pour la GPO, essentiellement la mauvaise acceptabilité de l'examen, parfois qui peut aller jusqu'au refus, un peu plus, je pense, chez les adultes. Et pour le Holter, également, pour 50% des centres, le refus de porter le dispositif, la nécessité de réaliser un relevé alimentaire, et pour les équipes soignantes, des difficultés aussi par rapport à l'approvisionnement, mais également l'absence de valorisation de l'examen, le manque de formation des équipes.
Dans les suites de ce questionnaire d'évaluation des pratiques, avec l'association Vaincre la mucoviscidose, on s'était posé la question de qu'en étaient des patients, quels sont leurs ressentis. Et on avait élaboré un court questionnaire de 6 questions qui a été diffusé début 2022 par l'association. On a obtenu 163 réponses, principalement des adultes. Et parmi les répondeurs, il y avait 63% des patients qui se disaient préoccupés par le diabète. Quelles étaient leurs préoccupations? Donc essentiellement la crainte, la peur vis-à-vis des conséquences du diabète, du traitement par insuline, l'anxiété par rapport aux résultats des tests de dépistage et les problématiques liées à l'alimentation et le diabète. Du point de vue du patient, la GPO, sans surprise, la mauvaise acceptabilité, les difficultés, surtout pour les enfants, d'ingérer la soluté sucrée, les ponctions veineuses, pour le Holter, le relevé alimentaire, qui est parfois pas bien accepté. Je pense plus chez les adultes que en pédiatrie, où c'est plutôt les parents qui sont impliqués. Également la douleur de l'enfant, probablement plus avec les anciens dispositifs type iPro, qui nécessitaient de réaliser des contrôles glycémiques capillaires pendant le test. Donc ce questionnaire met en évidence que, en tout cas les répondeurs, le dépistage du diabète préoccupe les patients, que la GPO est en effet un examen qui est peu apprécié. Le Holter pose également quelques difficultés. Et à une des questions, 6% des adultes et aucun des enfants ont répondu avoir des informations suffisantes vis-à-vis du dépistage du diabète. Donc il y a sans doute une nécessité de mieux informer les patients à tout âge, leur entourage, les parents, sur les modalités de dépistage, l'intérêt du dépistage et de façon plus générale sur le diabète de la mucoviscidose. Qu'en est-il des recommandations? Donc les recommandations actuelles du dépistage reposent sur l'AGPO, donc l'AGPO à T0 et T120, une AGPO qui est proposée de façon annuelle à partir de l'âge de 10 ans, plutôt en cas d'atteinte pulmonaire sévère, de dénutrition et chez l'enfant de retard de croissance ou éventuellement de retard pubertaire. Le diabète est défini par une glycémie donc à T2 heures de l'AGPO supérieure à 2 grammes par litre et l'intolérance glucidique est-elle définie pour une glycémie qui est comprise entre 1,40 g et 2 grammes par litre. Cette classification s'est un petit peu étoffée en proposant pour le diabète la présence ou non d'une hyperglycémie à jeun, ce qui est relativement tardif, et de façon plus intéressante par des hyperglycémies qui sont précoces, qu'on appelle INDET pour glycémie indéterminée, qui correspond à une glycémie à jeun et à T2 heures normale, mais un pic de glycémie supérieur à 2 grammes à T60. Ces glycémies intermédiaires élevées semblent pertinentes donc pendant la GPO, car à risque plus important d'évolution vers le diabète, et certaines études montrent qu'il y est associé une atteinte plus sévère. Dans cette étude, on voit que les excursions glycémiques durant la GPO sont plus volontiers précoces à 1 heure qu'à T2 heures. Et dans cette étude, que la glycémie à T1 heure est associée à une fonction respiratoire plus altérée. L'altération de la fonction respiratoire apparaît dès le stade d'intolérance au glucose. Dans ces 2 études, donc la première étude de Mila, on voit que le déclin de la fonction respiratoire est le plus bas chez les diabétiques, mais qu'elle est également plus basse chez les intolérants au glucose par rapport aux normotolérants. Dans l'étude pédiatrique d'Elitodir, on voit également que le VMS est moins bon chez les intolérants par rapport aux normotolérants et que les mesures de LCI sont plus élevées chez les intolérants par rapport aux normotolérants. Qu'en est-il de l'hémoglobine glyquée? Donc, les recommandations ne recommandent pas l'utilisation de l'hémoglobine glyquée comme test de dépistage en raison de son manque de sensibilité, de l'existence de variations propres de l'hémoglobine glyquée dans la mucoviscidose. Et de fait, l'hémoglobine glycosylée s'élève tardivement. Ce qui arrive au départ dans les anomalies précoces, c'est essentiellement des pics postprandiaux, donc ça va affecter le glucose postprandial avec peu d'effet au départ sur la glycémie moyenne. Cependant, une AGPO qui est supérieure ou égale à 6,5% définit le diabète de la mucoviscidose. Certains auteurs ont mis en évidence une corrélation entre l'hémoglobine glyquée
et le glucose moyen, la mesure continue du glucose. C'était 2 études chez des patients adultes. Les auteurs ont souligné que l'hémoglobine glycosylée là, ne sous-estimait pas la valeur de la glycémie moyenne. Certains auteurs ont proposé d'utiliser l'hémoglobine glyquée comme un test de dépistage permettant d'identifier les patients les plus à risque d'avoir une AGPO positive. Un seuil supérieur à 5,8% a été proposé et ces auteurs ont retrouvé une sensibilité de 93,8%, une spécificité de 53%. À la suite de cette étude, une analyse rétrospective des valeurs d'AGPO d'hémoglobine glyquée a été réalisée sur une autre cohorte. Et à ce même seuil, les auteurs ne retrouvaient pas du tout les mêmes chiffres, avec une sensibilité qui était moindre de 68%. L'hémoglobine glyquée n'est donc pas un test de dépistage suffisamment sensible. Il ne permet pas, en particulier, de prendre en compte les patients intolérants au glucose et ceux qui sont de type INDET. La mesure continue du glucose est un examen très pratiqué dans les centres. Il permet de suivre le profil glycémique des patients sur plusieurs jours, tenant compte de leur alimentation et de leur activité physique. Et il identifie de façon très précoce, même chez les petits-enfants, quand ils sont insuffisants pancréatiques, des pics d'hyperglycémie post-prandiaux. La cible glycémique qui semble émerger, donc c'est une glycémie entre 0,7 et 1,40 g. De nouveaux dispositifs de mesure continue du glucose sont actuellement disponibles, notamment le Freestyle Libre et le Freestyle Libre Pro, qui convient probablement le mieux au dépistage puisqu'il ne nécessite pas de faire de contrôle glycémique. Il y a un réel intérêt à proposer, couplé au Holter, de réaliser un recueil alimentaire, déjà dans une optique de prise en charge thérapeutique, notamment diététique et également éducative. Alors, quels sont les paramètres de la mesure continue du glucose qui permettent d'étudier ces anomalies de la tolérance glucidique? Donc, le glucose moyen, l'air sous la courbe de glucose supérieur à 1,40 g, le pourcentage de temps supérieur à 1,40 g et les pics de glucose, notamment les pics supérieurs à 2 grammes par litre. L'air sous la courbe de glucose semble un indicateur assez pertinent qui, dans plusieurs études, est associé au déclin clinique, ce qui est sans doute un élément pertinent. Dans cette étude pédiatrique ont été suivis des enfants chez qui on a réalisé à la fois des AGPO et des Holter. On voit qu'à la base, déjà, le Holter permet de mettre en évidence des pics de glucose, non seulement chez les enfants qui ont une intolérance au glucose, mais également chez ceux qui ont une AGPO normale. Et au terme du suivi, on voit que les pics de glucose au Holter sont prédictifs, donc c'est des pics supérieurs à 2 grammes par litre, prédictifs du risque évolutif à la fois du diabète, vers le diabète, mais également vers l'intolérance avec de type INDET. Une comparaison entre l'AGPO à plusieurs temps et la mesure continue du glucose a été réalisée chez des patients non diabétiques et on voit qu'il y a une corrélation entre certains paramètres de la mesure continue du glucose, donc ici le pourcentage de temps de glucose supérieur à 8 mmol par litre, et les temps intermédiaires de l'AGPO, T30, T60, T90, mais pas la glycémie à T2 heures. De façon assez récente, dans cette étude, certains auteurs ont proposé déjà le diagnostic de diabète si on a un temps supérieur à 1,40 g, supérieur à 3,4% ou supérieur à 17% du temps supérieur à 1,40 g. Cependant, à l'heure actuelle, il n'y a pas de consensus sur les seuils permettant de diagnostiquer les anomalies de la tolérance glucidique, surtout ceux qui ont un impact sur l'évolution sur le plan respiratoire et nutritionnel, et c'est ce qui nous intéresse. Dans cette étude, des patients ont été classés, donc des patients à AGPO normale ont été classés selon la présence de pics supérieurs à 2 grammes à la mesure continue du glucose, et on voit que ceux qui ont des pics au Holter ont une fonction respiratoire plus altérée et une colonisation chronique apyocyanique plus importante. Dans cette autre étude où l'évolution du VMS dans l'année qui précède le Holter a été suivie, c'est une étude pédiatrique, on voit que ce sont les pics de glycémie et la variabilité de la glycémie à la mesure continue du glucose qui étaient associés à une moins bonne fonction respiratoire. Dans l'étude Mucodiabète, qui est une étude française multicentrique, prospective, longitudinale sur 5 ans, de 2009
à 2016, où 112 patients ont pu avoir de façon annuelle une AGPO et un Holter, en même temps que leur bilan annuel, avec une évaluation à la fois respiratoire et nutritionnelle. On voit que le déclin de la fonction respiratoire était associé à finalement les variations d'air sous la courbe supérieures à 1,40 g et non à la glycémie T2 de la GPO. Dans cette même étude, a été étudiée finalement la tolérance glucidique selon le statut pancréatique. Et sans surprise, on voit que les anomalies de la tolérance glucidique sont plus fréquentes chez les patients insuffisants pancréatiques et qu'elle est également mieux détectée par la mesure continue du glucose. Ceci plaide sans doute pour un dépistage qui est différent selon le statut pancréatique. Donc les deux tests qui restent actuellement et qui sont proposés, c'est la GPO avec un test qui est quand même peu physiologique, peu reproductible, peu apprécié des patients, et la glycémie T2 qui a finalement été extrapolée aux critères de diabète de type E2 et au risque de complications microvasculaires, n'est peut-être pas le meilleur paramètre. Il ne prend pas en compte les hyperglycémies précoces, et je pense qu'il y a un intérêt à mieux regarder les valeurs de glycémie à T1 heure qui peuvent, dans certaines études, être corrélées à l'altération de la fonction respiratoire et la nutrition. Le Holter est un examen mieux accepté, qui est finalement un test en vie réelle, qui permet, lui, de détecter les anomalies précoces de la tolérance glucidique, qui ne sont pas détectées par la GPO. Et dans certaines études, ces anomalies sont corrélées au déclin pulmonaire. Le seuil qui semble émerger, c'est vraiment supérieur à 1 g par litre pour la mucoviscidose. Par contre, les paramètres et les seuils restent vraiment à valider. Donc, en conclusion, les recommandations internationales, américaines et européennes sur le dépistage reposent sur la GPO avec le temps des heures à partir de l'âge de 10 ans. La glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée ne sont pas recommandées dans le dépistage. Et de façon intéressante, la glycémie à T1 heure de la GPO est plus prédictive du déclin clinique que la glycémie à T2 heures. Et enfin, il existe un intérêt grandissant de la mesure continue du glucose pour le dépistage de ces anomalies. Des études prospectives ont déjà montré que certains paramètres de la mesure continue du glucose étaient associés au déclin de la fonction pulmonaire, mais il est à l'heure actuelle encore nécessaire de valider ces seuils permettant de diagnostiquer les troubles de la régulation glycémique associés au déclin clinique, puisque c'est vraiment ça qui nous intéresse. Nous avons choisi, avec le groupe diabète, de poursuivre le travail par la rédaction d'un référentiel sur les modalités de dépistage des anomalies de la tolérance glucidique. Donc, ce travail est en cours. Donc, ce ne seront pas des recommandations, mais des propositions d'orientation de prise en charge pour le dépistage. Et donc, au nom des membres du groupe de ce travail, je remercie de votre attention. Merci beaucoup, Laurence, pour cette mise au point très claire sur le dépistage des intolérances glucidiques. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a une question par contre en ligne là. Lors de la GPO, que signifie une valeur glycémique à H+2 inférieure à celle de H0 ? Merci. Alors, une glycémie, redonne-moi. Il dit une valeur glycémique à H+2 inférieure à celle de H0. Donc, alors, j'imagine qu'une glycémie normale, si celle de... je pense que c'est une hypoglycémie qui est probablement réactionnelle après une hyper. C'est vrai que la GPO est souvent mal vécue par les patients parce qu'ils ressentent aussi des hypoglycémies. Et donc, elles peuvent être précoces ou peut-être même au temps de 2 heures, ça peut arriver. Alors, je ne sais pas si les diabétologues ont une autre explication. Oui, tu as complètement raison. Il y a un autre élément important dans la GPO qu'il ne faut pas bien comprendre, c'est qu'on stimule l'insuline par le glucose, mais on doit également freiner le glucagon. Et maintenant, il y a plein de travaux qui montrent que chez les patients atteints de mucoviscidose, il y a une anomalie justement de la réponse en glucagon. Donc, si on freine pas le glucagon est sécrété, comme il est hyperglycémiant, il se rajoute et ça peut faire les hypoglycémies. Après, dans la salle, il n'y a pas de questions.
Moi, j'ai une question éventuellement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, le holter glycémique remplace la GPO? Ben oui, tout à fait. Mais une fois que les normes seront bien établies. Je vais faire quand même un petit commentaire, un petit peu provocateur le commentaire, mais quand même, on a, sans beaucoup d'état d'âme, proposé des cibles de diabète dans la mucoviscidose au regard des complications dégénératives du diabète de type 2, alors que la problématique n'est pas du tout celle du diabète de type 2. Donc, je pense qu'on est tout à fait en droit d'essayer de proposer des tests de dépistage autres, comme la mesure continue glucose, qui, avec les études, vont établir un lien avec les complications pulmonaires et l'état nutritionnel des patients atteints de mucoviscidose. Ça me semble vraiment un raisonnement qui est tout à fait logique. L'autre point sur la mesure continue du glucose, c'est quand même que d'un point de vue éducatif, comme tu l'as souligné, dès le dépistage, ça permet quand même de remettre des choses à plat très précocement. C'est vrai que le rendu des résultats aux patients et à leur famille pour les enfants est très important et très apprécié. Ils comprennent vraiment, avec le recueil alimentaire, ce qui se passe. Bon, par contre, il nous reste à améliorer les informations sur les modalités de dépistage, visiblement, vu le résultat de votre enquête. Voilà. Pas de questions? Donc, merci Laurence, et puis on va passer la parole à Laurence Kessler, qu'on ne présente plus, donc de Strasbourg, et qui va nous parler de l'impact des modulateurs de CFTR sur le traitement du diabète. Alors, bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci au comité d'organisation de la Société francophone de la mucoviscidose de nous donner la possibilité de présenter un aspect de la prise en charge de traitement en diabétologie appliqué aux patients atteints de mucoviscidose, pour lequel je suis particulièrement intéressée et pour lequel je suis très impliquée, et notamment dans le contexte actuel des modulateurs du CFTR, qui, vous le verrez, va, à mon avis, considérablement modifier nos conceptions actuelles. Alors, ça ne passe pas. Voilà, donc voilà mes liens d'intérêt. Alors, le traitement du diabète de la mucoviscidose, c'est toujours une balance. Une balance entre le bénéfice du traitement que l'on peut attendre, à savoir sur la préservation de l'état nutritionnel, sur la fonction pulmonaire et à plus long terme sur la prévention des complications dégénératives du diabète, et des éléments négatifs que sont la survenue des hypoglycémies et également les contraintes de la maladie. Cette balance, elle s'appuie sur le trépied classique de la prise en charge du diabète de la mucoviscidose, à savoir l'équilibre alimentaire, l'activité physique et le traitement, et qui, comme vous le verrez, ce sont 3 paramètres qui sont en pleine évolution. Ah, qui? Alors, on relève le micro, voilà. Petit problème? Voilà. Alors, concernant la prise en charge diététique, vous le savez, les recommandations qui datent maintenant de 2010 préconisent une alimentation avec un apport calorique majoré, avec un apport en protéines majoré, dans le contexte actuel quand même, où l'on peut voir maintenant dans les données du registre de la mucoviscidose, des patients qui atteignent des IMC proches de l'obésité, avec une augmentation également, vous voyez, depuis les années 2000-2020, chez les garçons comme chez les filles, d'une augmentation de l'index de masse corporelle, avec une évolution dont on peut également penser qu'avec les nouveaux modulateurs du CFTR, elle va encore s'amplifier. L'activité physique est extrêmement importante, vous le savez également, car elle permet de diminuer la résistance à l'insuline, d'augmenter l'efficacité de l'insuline injectée, d'avoir une meilleure reconnaissance de son corps
Et il a bien été démontré que cette activité physique, réalisée selon les recommandations, dans une étude contrôlée, randomisée, chez 14 patients qui avaient soit une tolérance au glucose normale, soit une intolérance au glucose, et bien que cette activité physique, après 3 mois, permettait de réduire les glycémies sans majorer les doses d'insuline, exprimant donc l'augmentation de l'efficacité de l'insuline. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que de nouvelles modalités d'activité physique ont été amenées, notamment l'affection à Covid nous a bien appris ce genre de choses, mais que également, quand il est possible de faire de l'activité physique à la maison, avec des programmes standardisés sous forme de sessions visio, et bien également, on a un bénéfice également sur le contrôle glycémique. Concernant le traitement, les données, les recommandations préconisent comme traitement le traitement insulinique. Et dans les recommandations, il est bien rappelé que les traitements oraux ne seront pas recommandés puisqu'ils ne permettent pas d'apporter un apport nutritionnel et qu'ils ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'études cliniques. Cette insuline comme traitement insulinique, ce traitement insulinique, il est bien sûr fondamental et il prend source dans la physiopathologie du diabète de la mucoviscidose qui est centré sur le déficit insulino-sécrétoire. Comme vous savez, classiquement, la fibrose kystique du pancréas s'associe à une destruction des îlots et une carence insulinique qui va conduire à une diminution de la sécrétion d'insuline. L'inflammation, les corticoïdes éventuels vont entraîner une insulinorésistance. À un stade plus précoce, avant d'avoir une altération morphologique, histologique des îlots, eh bien, il a bien été démontré que la mutation de CFTR en elle-même est impliquée dans un déficit insulino-sécrétoire, et enfin que le stress oxydant, voire également la diminution de l'effet incrétine présent chez le patient atteint de mucoviscidose, concourt à cette diminution de l'insulinosécrétion. Concernant l'implication de CFTR, certains travaux ont montré que CFTR était directement impliqué dans l'insulinosécrétion, mais d'autres études, et maintenant cela est bien déterminé, que l'expression de CFTR sur les cellules insulines est très faible, ne comprenant pas alors comment on pouvait, en ciblant CFTR sur les cellules insulines, restaurer de l'insulinosécrétion. Eh bien pourquoi ? Puisque CFTR est également exprimé sur les cellules à glucagon, mais également sur les cellules intracanalaires. Dans le cadre de la différenciation du pancréas, il y a une forme de passage entre les canaux excréteurs et les cellules à insuline. Et dans ce contexte, il y a au niveau des îlots pancréatiques l'infiltration en fait de cellules canalaires qui, par le fait même, seront dysfonctionnelles et vont concourir en fait à la diminution de l'insulinosécrétion. Le traitement du diabète de la mucoviscidose va donc viser à corriger le déficit insulinosécrétoire, soit en apportant de l'insuline, soit en remplaçant la cellule bêta défectueuse, soit en proposant des médicaments qui vont mimer les incrétines, soit en modulant le CFTR. Le traitement insulinique, alors on n'a que 2 études prospectives randomisées contrôlées qui évaluent l'effet du traitement insulinique dans la mucoviscidose à des stades précoces. Vous voyez des travaux déjà anciens d'Antoinette Moran de 2009. Et dans ces travaux, l'insuline permet uniquement chez les patients ayant un diabète sans hyperglycémie à jeun, eh bien, de restaurer un index de masse corporelle, de réaugmenter l'index de masse corporelle, alors qu'aucun effet n'a été observé sur les paramètres glucosés et pulmonaires. C'était déjà assez louable à l'époque de prendre comme critère d'évaluation principal un critère nutritionnel et pas un critère métabolique. La deuxième étude, la plus récente, c'est celle de Manfred Ballmann, qui rapporte chez des patients qui ont un diabète nouvellement diagnostiqué l'apport de l'insuline comparé au répaglinide, qui lui choisit comme critère d'évaluation principale une hémoglobine 1C et montre une absence de différence dans les 2 groupes. Il faut signaler que dans cette étude, l'insuline utilisée était une insuline très ancienne, qu'on appelait les insulines ordinaires, qui générait beaucoup d'hypoglycémie, suggérant que dans cette étude, les patients étaient sous-dosés en insuline, raison pour laquelle on n'arrivait pas à obtenir un effet satisfaisant. Actuellement, en diabétologie, on assiste vraiment à une explosion de tout un arsenal thérapeutique qui peut être au bénéfice du diabète de la mucoviscidose. Et à chaque stade de la maladie,
on va pouvoir proposer aux patients donc de nouveaux outils thérapeutiques, que ce soit de nouvelles insulines, que ce soit de nouvelles pompes à insuline, que ce soit des greffes d'îlots pancréatiques, tout ça associé et avec l'aide de la mesure continue du glucose. Les insulines. Alors actuellement en diabétologie, on a toute une panel d'insulines, des insulines ultra rapides, qui ont une durée d'action de 2 heures, à des insulines extrêmement longues, qui ont une durée d'action de 38-42 heures. Et ces insulines ultra rapides sont particulièrement importantes car elles permettent de contrôler l'hyperglycémie postprandiale dont nous a parlé Laurence au cours de la GPO, où vous avez cette hyperglycémie témoignant de l'INDET. Eh bien, il existe actuellement une étude multicentrique nationale en cours qui vise à évaluer l'administration d'une insuline ultra rapide après le repas. Ça, ce n'est pas classique en diabétologie d'injecter de l'insuline après le repas, mais c'est possible par rapport à une injection d'insuline administrée avant le repas. La conséquence de ça, c'est que les patients peuvent mieux doser leur dose injectée sur la base de ce qu'ils ont réellement mangé. Donc là, on va voir les résultats de cette étude d'ici à peu près 1 an. Les outils, ça concerne bien sûr les pompes à insuline et les dispositifs de mesure continue de glucose, qui ont considérablement évolué, qui sont de plus en plus miniaturisés et qui sont particulièrement importants dans le diabète de la mucoviscidose, puisqu'on peut faire administrer facilement de l'insuline aux collations, on peut faire des bolus carrés pour l'alimentation entérale nocturne, ça permet une adaptation rapide des doses d'insuline, et aussi ça permet, grâce au dispositif de télésuivi, eh bien, de proposer des adaptations de doses aux patients à distance sans qu'ils viennent en consultation. Ces dispositifs peuvent également être connectés. Là, vous avez des capteurs de mesure continue de glucose qui sont connectés à des montres. Vous avez des pompes, maintenant on a des pompes patch qui ne nécessitent plus de tubulure et qui permettent ainsi de considérablement faciliter l'insulinothérapie. Force est de constater que dans une étude, vous voyez, rapportée en 2021, eh bien, l'utilisation de ces outils n'est pas très développée chez les patients présentant un diabète de la mucoviscidose, puisque parmi ces 61 patients avec un diabète de la mucoviscidose, seulement 75% utilisaient une mesure continue de glucose, alors qu'en diabétologie, quasiment 99% des patients utilisent la mesure continue du glucose, et en plus que 19% des patients interrompaient le dispositif en cours d'étude. Pareil pour les pompes à insuline, seulement 29% des patients ont une pompe à insuline, alors qu'en diabétologie, la cible des diabétiques de type 1, entre 20 et 30 ans, on a plus de 70% des patients qui sont sous pompe à insuline. Donc on a une perception très négative de ces nouveaux outils, alors qu'elles pourraient vraiment être modifiées au bénéfice du patient. Alors, la mesure continue du glucose, ça peut être un test dépistage, mais ça peut être un outil extrêmement intéressant aussi pour aider le patient à la mise en place de l'insulinothérapie, notamment dans des formes précoces. Ici, c'est des patients qui avaient une AGPO normale, mais qui avaient des pics à l'hyperglycémie à la mesure continue de glucose. Et on voit que lorsqu'on injecte une injection d'insuline lente, c'est dans une étude avant-après, eh bien, lorsqu'on prend le pourcentage de patients qui sont en euglycémie, c'est-à-dire qui ont une glycémie comprise entre 70 et 180, on a une augmentation chez les patients sous insuline, et également on a une réaugmentation de la fonction respiratoire. Donc cette mesure continue de glucose, c'est un outil extrêmement important pour le patient, mais ça peut être un outil extrêmement important pour le médecin pour initier l'insulinothérapie. Concernant tous ces dispositifs, actuellement en diabétologie, on vit également une évolution extrêmement importante des pompes couplées aux capteurs de mesure continue de glucose, avec un contrôle automatique de l'hypoglycémie et de l'hyperglycémie. Il existe des boucles, ce qu'on appelle des pompes à insuline en boucle fermée, mais il a été proposé, là c'est l'équipe de Montréal, de développer des pompes à insuline qu'on appelle bihormonales, insuline et glucagon, et c'est particulièrement pertinent dans le diabète de la mucoviscidose, où on a une anomalie importante de la sécrétion de glucagon. Et on voit bien que dans cette étude, alors c'est une étude de cas clinique, 3 patients, on voit bien que lorsqu'ils ont le traitement avec une pompe à insuline autorégulée, on diminue les glycémies, mais les hypoglycémies persistent, hypoglycémie dont on parlait tout à l'heure, et que lorsqu'on met ces dispositifs qui associent insuline et glucagon, eh bien, on contrôle la glycémie et on diminue aussi les hypoglycémies. Enfin, dernière alternative au stade de diabète de la mucoviscidose très évolué et de la transplantation pulmonaire, la possibilité de faire des greffes combinées de poumon-îlot. Alors, le poumon et le pancréas sont prélevés à partir d'un même donneur. Le poumon est greffé au patient. Le pancréas est acheminé au laboratoire où les îlots sont isolés. Puis
puis les îlots sont réinjectés chez le patient à peu près 1 semaine à 10 jours après la greffe pulmonaire, sous anesthésie locale, par l'intermédiaire d'un cathéter mis en place dans la veine porte, par voie radiologique interventionnelle, et les îlots sont réinjectés dans la veine porte. Cette approche thérapeutique a été évaluée dans une cohorte de 10 patients pour lequel on a mis en évidence, après greffe combinée poumon-îlot, une augmentation du C-peptide sanguin témoignant de la restauration de la sécrétion insulinique endogène, une diminution de l'hémoglobine A1C, une augmentation de l'index de masse corporelle, une diminution des doses d'insuline, des doses d'insuline qui persistent quand même puisque les patients recevaient l'équivalent que de 1 pancréas, comparé à 2 pancréas dans le diabète de type 1. Et comme vous pouvez le voir ici, à la mesure continue du glucose, un enregistrement d'une patiente qui était sous pompe à insuline avant la greffe combinée poumon-îlot et la restauration de de la glycémie quasiment physiologique après la double greffe poumon-îlot. Concernant un autre aspect qui est plus exploratoire, qui est celui de l'effet incrétine dans la mucoviscidose, il faut savoir que cet effet incrétine concourt également, par sa dysfonction, au diabète de la mucoviscidose. Laurence l'a démontré, l'a montré dans un travail où lorsqu'on compare des suffisants pancréatiques aux insuffisants pancréatiques, on a une hyperglycémie observée chez les insuffisants pancréatiques en lien avec la modification de l'effet incrétine. Je vous rappelle, quand le bol alimentaire arrive au niveau des cellulelles de l'iléon, il déclenche la libération d'hormones incrétines qui va stimuler l'insulinosécrétion en réponse au glucose. Dans cette étude, vous voyez, on a comparé des patients qui avaient une mucoviscidose à des patients sujets, donc hyperglycémie par rapport à normoglycémie. On a traité ces patients avec des extraits pancréatiques. Et ces extraits pancréatiques permettent de restaurer l'effet incrétine. Et on voit qu'il y a une diminution de la glycémie, en même temps que l'on a une restauration du GIP, une des hormones incrétines. Actuellement, on a des thérapeutiques en diabétologie qui peuvent mimer cet effet incrétine, ce qu'on appelle la sitagliptine, qui a été proposée donc à 26 patients à des stades précoces de la tolérance au glucose et qui, lorsque l'on fait dans une étude prospective contrôlée, on voit que les patients qui sont sous sitagliptine après 6 mois de traitement ont une augmentation des hormones intestinales par rapport aux patients qui reçoivent le placebo. Et lorsqu'on évalue la sécrétion d'insuline, vous voyez, en baseline, vous avez une augmentation de la sécrétion d'insuline au cours d'un clan hyperglycémique. Et après 6 mois de traitement, vous avez une diminution de la quantité d'insuline nécessaire pour avoir la même glycémie, qui témoigne en fait de la différence qui est en fait la production d'insuline par les hormones incrétines. Et enfin, dernier chapitre de ce traitement, ce sont les modulateurs. Alors, les modulateurs du CFTR, il y a eu toute une première série d'études avec les modulateurs, le lumacaftor, ivacaftor, avec des études pilotes avant-après, on peut dire un peu contradictoires, parce que pour certaines, on avait une dégradation, pour d'autres, on avait une amélioration de la tolérance glucosée, et enfin, pour certaines études, pas de changement. Donc, les effets étaient quand même très controversés, jusqu'à ce qu'arrivent les triples modulateurs. Pour les triples modulateurs, les résultats sont différents. Puisque, vous voyez, première étude, donc toute récente, chez des patients qui présentaient une intolérance au glucose, c'était des non-diabétiques connus, on avait 5 normotolérants, 2 INDET, 6 patients intolérants au glucose et 2 présentant une mucoviscidose. Après 6 semaines de traitement, le nombre de normotolérants augmente, le nombre d'INDET augmente, mais le nombre d'intolérants et de diabétiques diminue. Et lorsqu'on établit à la mesure continue de glucose un des paramètres dont vous a parlé Laurence, qui est l'AUC, vous voyez que cet AUC diminue de façon significative après la mise en place de ce triple correcteur. Au stade du traitement, également toujours des études récentes, on observe, ce ne sont que des études observationnelles, bien sûr, chez 34 patients, 17 patients avec un diabète de la mucoviscidose et 17 sans diabète. Et lorsque l'on fait de la mesure continue glucose 2 semaines avant et après 3 à 12 mois de traitement, on s'aperçoit qu'il y a une diminution des pics hyperglycémiques, une diminution de la déviation standard, des pics de glucose, et ce temps passé dans la cible 70-180, vous voyez, il augmente pour tous les groupes, avec une diminution du temps passé au-dessus de 140 mg par décilitre. Et lorsqu'on avance encore plus, chez des patients présentant cette fois-ci un diabète de la mucoviscidose, et cette étude est intéressante,
Ce sont des petits effectifs, mais qui donnent quand même une orientation assez franche. 31 patients avec un diabète de la mucoviscidose traités par insuline. Après traitement par triple correcteur, donc ces 14 ont été sous modulateur. 5 patients ont pu arrêter l'insuline, entre 6 et 12 mois de traitement. 9 patients ont dû poursuivre l'insuline, à peu près aux doses identiques, et puis les 17 autres patients n'avaient pas le traitement par modulateur. On observait chez ces patients du groupe 1, c'est-à-dire qui avaient pu arrêter l'insuline, eh bien que l'IMC était meilleur que ceux qui n'avaient pas eu de réponse du traitement, et également il y avait une augmentation aussi de la fonction respiratoire. Donc, c'est des éléments extrêmement quand même importants pour montrer que la place de ces triples correcteurs sur l'impact sur la tolérance glucosée, mais en incluant une notion de répondeur, comme si certains patients et d'autres ne répondaient pas à ces traitements, et c'est ce qu'on a un petit peu l'impression qu'on a également cliniquement, puisqu'en effet, l'impact des modulateurs dans le diabète de la mucoviscidose, il est variable. Des premiers enseignements que l'on peut avoir, avec une correction du déficit insulino-sécrétoire en ciblant la cellule bêta et toutes les cellules de l'îlot pancréatique, la diminution de l'inflammation. Un effet qui est peut-être différent selon l'âge, selon l'ancienneté du diabète, et également, à côté de ça, une augmentation de l'appétit, une augmentation de l'absorption du glucose et, comme conséquence, une augmentation de l'insulinorésistance, comme si le phénotype des patients sous modulateurs du CFTR ne présenteront pas au plan diabétologique le même aspect que les patients qui n'avaient pas de modulateur. Alors, en conclusion, le diabète de la mucoviscidose continue malgré tout à viser la correction du déficit insulino-sécrétoire par le recours au traitement insulinique. Les nouveaux outils thérapeutiques en diabétologie devraient permettre de réduire les contraintes de l'insulinothérapie et tout à fait consciente du fardeau supplémentaire que peut constituer un diabète chez ces patients ayant déjà une maladie chronique lourde. Les études sur des plus grands nombres de patients, et on ne peut pas envisager de faire des études contrôlées compte tenu des bénéfices respiratoires de ces molécules, donc ça sera forcément des études sur des grandes cohortes qui nous permettront de mieux préciser la place des modulateurs et également de déterminer si on a des répondeurs et des répondeurs face à ces nouveaux profils de patients qui vont émerger dans les années à venir. Enfin, la formation des équipes au diabète de la mucoviscidose, eh bien, elle nécessite d'être renforcée dans les CRCM afin que l'on puisse proposer à tous les patients atteints de mucoviscidose ayant une anomalie de la tolérance au glucose la panel d'outils thérapeutiques disponibles actuellement en diabétologie. Et enfin, je voudrais vous remercier de votre attention et aussi remercier l'association Vaincre la mucoviscidose qui nous soutient depuis des années pour la mise en place d'un certain nombre d'études concernant la greffe de poumons et d'îlots pancréatiques, concernant les modalités de dépistage, concernant l'étude mucodiabète, concernant l'étude des suffisants et des insuffisants pancréatiques. C'est grâce à leur soutien que toutes ces études ont pu être faites, donc un grand merci. Et merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Kessler, pour cette présentation très claire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il y a une question devant là. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question. Donc, vous nous avez montré dans une étude qu'il y avait un effet des modulateurs sur donc, le diabète des patients, sur certains patients qui notamment avaient un bon BMI. Est-ce que vous pensez justement que pour ces patients-là, les modulateurs auraient agi sur l'insuffisance pancréatique exocrine également, donc endocrine et exocrine? Enfin, quid de l'insuffisance pancréatique exocrine et modulateur? Pardon, oui, c'est ça. Oui, mais vous avez entièrement raison. Moi, je pense que les modulateurs du CFTR permettent de corriger l'insuffisance pancréatique exocrine. En corrigeant l'insuffisance pancréatique exocrine, on rétablit de l'insulinosécrétion. Donc, effectivement, c'est par le biais de tous ces mécanismes, et pas uniquement la cellule à insuline, comme on le pensait un certain temps, qu'on rétablit un équilibre glycémique correct. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a un lien avec le côté répondeur plus ou moins marqué sur le plan pulmonaire ? Alors ça, c'est une question aussi super intéressante. Je n'ai pas la réponse, hein, bien sûr.
n'ai pas la réponse parce que ces médicaments sont trop récents, mais moi j'étais frappée cliniquement, et j'aimerais bien avoir votre sentiment, j'étais frappée cliniquement de voir des patients qui avaient une très bonne réponse pulmonaire au modulateur et l'absence de réponse par rapport à la prise en charge du diabète, c'est-à-dire la nécessité de prendre les mêmes doses d'insuline, exactement les mêmes modalités d'insulinothérapie. Comme si la réversibilité de l'atteinte pulmonaire par les modulateurs chez des patients qui ont déjà une certaine évolution de la maladie n'était pas la même qu'au niveau de la cellule à insuline, ou du moins de la cellule du pancréas endocrine. Et je crois que les avancées vont consister très probablement à ce que l'on précise vraiment ces répondeurs et ces non-répondeurs, de façon à ce que quand on est répondeur, ce n'est pas la peine d'aller embêter le patient avec des insulinothérapies très compliquées, des pompes, des capteurs, on peut peut-être faire quelque chose de très très minimal. Et puis, à côté de ça, les patients non-répondeurs, compte tenu de l'enjeu de la mucoviscidose qu'a bien présenté Laurence, eh bien, à ce moment-là, il faudra développer toute la panoplie diabétologique nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Il y en a une devant là, au milieu. Merci beaucoup. Est-ce que pour vous, il y aurait des choses qui devraient retarder la mise en place d'insuline chez des patients qui ont des pics glycémiques supérieurs à 2 grammes par litre en postprandial ? Alors, c'est une question importante. Hein. C'est une question importante. Moi, je pense que actuellement, il y a 2 cas de figure quand même. On a des patients dans la mucoviscidose qui ont des états pulmonaires et nutritionnels extrêmement stables, parfaitement contrôlés. Et on en a d'autres pour lesquels on a l'impression qu'on a plus de fragilité au plan nutritionnel pulmonaire, que le VMS a plutôt tendance à diminuer, que les cures d'antibiotiques sont un peu plus importantes. Je pense que quand un patient est dans cet état-là, il y a une indication, je ne sais pas, c'est ce que je fais. Voilà. Ce n'est pas des recommandations, ce n'est pas des propositions. Peut-être que ça va émaner du référentiel, mais moi, c'est ce que je fais. Je pense que dans ce cadre-là, il est licite de proposer un traitement insulinique pour vraiment corriger les pics hyperglycémiques et restaurer un bon état nutritionnel au bénéfice de l'état pulmonaire. Si l'état est particulièrement stable, moi, je ne le fais pas. Mais je n'ai pas d'argument suffisant pour le faire. On s'entend, un patient non diabétique. Hein. Un patient non diabétique. Hein. Enfin, identifié selon la GPO. Merci. Il y avait d'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour. Quels sont les résultats de la greffe de cellules d'îlots pancréatiques ? Est-ce que vous avez déjà des résultats sur cette greffe parce que quels sont les résultats sur cette greffe-là, pardon ? Dans le domaine de la mucoviscidose ? Oui. Alors, dans le domaine de la mucoviscidose... Ou pas. Enfin, je ne sais pas. Oui. Cette greffe fonctionne parce qu'il y a quelques années, ça ne fonctionnait pas. Donc, Alors, les résultats que je vous ai présentés, c'est les résultats d'un PHRC qui ont été faits dans le cadre d'une étude pilote qui montre chez les 10 patients qui ont été greffés, auxquels d'ailleurs ont participé les équipes de Foch ici présentes, les 10 patients qui ont été greffés, premier élément, donc tous les patients ont une fonction pulmonaire et qui a été restaurée par la transplantation pulmonaire. Deuxième élément, il n'y a eu aucune morbidité ajoutée à la greffe d'îlot par rapport à la transplantation pulmonaire. Il n'y a eu aucune complication de la greffe d'îlot. Et quatrième élément extrêmement important, c'est que ces patients ont diminué de 50 à 70% leurs besoins en insuline avec un diabète parfaitement contrôlé. Voilà le résultat. Dans tous les cas, on ne pouvait pas arrêter le traitement insulinique parce qu'on le sait. Actuellement, quand on veut réverser un diabète, il faut greffer l'équivalent de 2 pancréas. Et là, comme on faisait une greffe simultanée de rein, de poumon et de pancréas venant du même donneur, pour ne pas amplifier la réponse immunologique, on n'avait qu'un pancréas. Donc on savait qu'on ne pourrait pas atteindre l'insulinodépendance. Mais la majorité des patients ont une restauration vraiment parfaite de leur équilibre glycémique. Merci. Moi, j'avais une petite remarque et puis une petite question sur la remarque, la perception négative des nouveaux outils.
Quand on voit comme ça avance vite en diabéto, c'est probablement que les équipes qui s'occupent des patients avec la mucoviscidose ne les connaissent pas. C'est bien aussi. C'est vrai, mais pas que. Pas que. C'est vrai, mais pas que. Je dis c'est vrai, mais pas que. C'est vrai aussi que c'est des outils très spécifiques où même parfois les diabétologues, ça avance tellement vite qu'on a du mal à suivre. Donc il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que quand on prend en charge un patient qui a un diabète de type 1, on n'a que le diabète de type 1 à s'occuper. Quand on prend en charge un patient qui a une mucoviscidose et qui a un diabète, eh bien ce diabète vient se surrajouter de tout ce qui existe. Et on peut comprendre qu'il n'y ait pas que les soignants, mais aussi que les patients puissent avoir une image un peu négative. Alors, si en plus vous arrivez dans une équipe où on ne connaît pas du tout le dispositif, alors là, la tendance naturelle, ça va être de ne pas l'essayer, de ne même pas envisager de l'essayer. Par contre, si vous êtes dans une équipe qui est formée, qui est à l'aise, eh bien, ça va plus facilement permettre aux patients d'essayer au moins. C'est ce que je leur dis toujours, moi, essayons. Essayons et voyons. Hein, je crois que c'est ça surtout. Mais il y a une explication à cette perception négative, je crois. Et après, une question pratique avec l'amélioration quand même des mesures continues du glucose sous Kaftrio qu'on a vu à la fin. Quand vous avez un patient sous insuline à qui vous instaurez le Kaftrio, est-ce qu'il y a des conseils particuliers à donner de diminuer l'insuline ou de prévenir qu'il peut y avoir des hypoglycémies? Alors, ça c'est une remarque très importante. Moi, je le fais systématiquement. Mais je le fais avec prudence. Parce que quand le patient démarre son traitement par Kaftrio, je dirais que presque la semaine après, il s'aperçoit qu'il est bien au plan pulmonaire. Donc, il se dit tout de suite, ça y est, avec l'insuline, ça va être pareil. Je vais pouvoir arrêter. Là, je leur explique que certains patients peuvent arrêter, d'autres non. Qu'il faut continuer à suivre les glycémies. Faire des hypoglycémies, ce n'est pas agréable. Donc, il faut adapter en fonction de la glycémie. Mais je les informe sur le fait qu'ils peuvent ne pas être bons répondeurs du traitement par Kaftrio. Mais par contre, il faut les informer pour qu'ils ne fassent pas d'hypoglycémie. Et surtout qu'ils ne soient pas trop déçus. Parce que souvent, ils sont déçus en disant « c'est bien le Kaftrio, mais je pensais que pour le diabète, ça allait être mieux quand même ». Et quand ils voient que le traitement ne change pas, ils sont un peu déçus. Donc, il y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte. Peut-être qu'il faut du temps. Peut-être que, au plan pulmonaire, on avait l'impression que les patients très vite répondent. Peut-être qu'au niveau métabolique, il nous faut 6 mois, 1 an. Donc, l'avenir nous le dira. Peut-être que c'est une question de temps. Voilà. Mais merci. Merci On à va vous. passer du coup au troisième orateur. Donc, Kitri Reynaud vient du CRCM adulte de Lyon pour nous parler de l'intérêt de la prise de décisions médicales partagées dans le traitement du diabète de la mucoviscidose. Merci. Bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité pour faire cette présentation autour de la prise de décision médicale partagée, donc un sujet qui se rapproche du diabète, mais qui est un peu moins technique et moins médical au sens premier du terme. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Je vais revenir sur quelques notions, un peu de concept autour de la prise de décision médicale partagée, puis ensuite je vous présenterai un projet de recherche qui vient de commencer autour de la prise de décision médicale partagée dans le traitement du diabète de la mucoviscidose. Donc si on revient à la prise de décision médicale partagée, je vous ai remis un tableau qui résume de façon assez synthétique les différents niveaux de participation qu'on peut trouver quand on est en relation avec un patient. Tout professionnel de santé confondu, bien sûr, je ne fais pas de différence entre les différentes catégories de professionnels de santé. Et si on regarde, on a le niveau information, où vraiment on délivre uniquement de l'information, la flèche ne va que dans un sens vers le patient depuis les professionnels de santé. Ensuite, vous avez le niveau de consultation, où la flèche est inversée dans l'autre sens. On demande son avis au patient et on en tire ensuite une analyse. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt le niveau de collaboration. Et ça concerne la décision médicale partagée. On va vraiment chercher à entrer en collaboration entre deux niveaux, les professionnels de santé et le patient. Si on va encore un petit peu plus loin, on va vers le partenariat et la co-construction qui se rapprochent de près de la décision médicale partagée.
quelles sont les bases de la collaboration pour la prise de décision partagée. Donc il y a vraiment trois bases qui sont essentielles. L'expérience clinique des professionnels de santé, le niveau et l'état des connaissances de la science et la prise en compte des valeurs et des préférences des patients. Et si vous faites le lien entre ces trois cercles, vous arrivez au niveau du centre où les trois cercles se recoupent et là, on est dans la décision partagée. Et en fait, c'est un sujet qui est assez ancien puisque cette couverture du BMJ date de 1999 et concernait déjà le partnership, donc ça c'est la décision médicale partagée. Et en fait, l'image est assez révélatrice puisque c'est une photo de tango et c'est vraiment un duo en collaboration où doit s'instaurer une relation de confiance, d'attention à l'autre pour que la décision finale soit vraiment prise de façon partagée. Quels sont les bénéfices de la prise de décision partagée? Elle permet d'améliorer grandement la communication entre les professionnels de santé et les patients et de renforcer les droits du patient. Elle permet aussi d'obtenir un accord et le renforcer, tomber bien en accord entre les deux parties qui prennent la décision, améliorer les connaissances des patients et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'augmente pas la durée de la consultation des professionnels, ce qui est parfois une crainte de se dire ça va durer plus longtemps, ça va me prendre du temps, ça va être compliqué. En fait, ce n'est pas le cas. Elle permet aussi d'améliorer la sécurité et la qualité des soins et elle n'a pas d'impact sur l'anxiété qu'on pourrait transmettre aux patients, au contraire. Quelles sont les étapes de la prise de décision partagée? Donc, on a l'impression que c'est un long chemin un peu tortueux, mais en fait, c'est le fait de le conceptualiser, de le mettre en forme, le rend un peu plus compliqué, mais beaucoup d'entre nous le font déjà dans leur pratique clinique, sans en avoir forcément identifié toutes les différentes étapes. Donc la première étape, c'est de définir la situation pour laquelle on veut faire de la décision partagée. Ensuite, expliquer qu'il va falloir prendre une décision sur une thématique précise, présenter aux patients les différentes options qui sont possibles, y compris s'il y a une option qui est de ne rien faire, comme parfois l'expliquait Mme Kexler, chez quelqu'un à qui on découvre un diabète et qui est dans un état clinique tout à fait stable et pas inquiétant. Ensuite, pouvoir discuter pour chaque option proposée les bénéfices et les risques potentiels et leurs conséquences de façon pragmatique sur la vie du patient. Identifier quelles sont les préférences du patient pour cette situation spécifique. S'assurer de sa bonne compréhension en fonction de son niveau de littératie, c'est-à-dire la façon dont il comprend les informations médicales, pour, in fine, prendre une décision basée vraiment sur un accord commun entre les deux parties. Où est-ce qu'on en est de la décision médicale partagée en France? Ça a d'abord été développé surtout en Amérique du Nord, ensuite en Europe, pas mal en Australie aussi. Et depuis quelques années, ça a tendance à se développer de plus en plus. C'est une thématique qui est d'intérêt mondial avec une conférence internationale qui a lieu tous les 2 ans et une association internationale qui s'appelle l'ISDM. Plus précisément, en France, il y a une collaboration francophone autour de la prise de décision médicale partagée qui s'appelle Freedom, qui a un site qui a été développé par une patiente partenaire de l'association et qui regroupe beaucoup de différents professionnels de santé, des usagers, des décideurs publics. Quand on fait de la consultation décision médicale partagée, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'outils pour nous aider à faire cette consultation de façon adaptée et nous aider à délivrer les informations. Et a été créé des éléments qui s'appellent des OIAD, qui sont des outils d'information et d'aide à la décision. Ça peut prendre différentes formes, ça peut être des supports écrits, c'est souvent digitalisé, c'est adapté au niveau de littératie des patients, et c'est des outils qui permettent de présenter des options de prise en charge, à chaque fois avec les bénéfices et les risques, pour mieux informer les patients et vraiment leur permettre de participer au processus de décision. Ils peuvent être tout à fait utilisés pendant la consultation dans un premier temps, où on présente l'outil aux patients, et puis ensuite ils peuvent le consulter à nouveau depuis chez eux ou à d'autres occasions pour le relire et se remettre en tête les différentes informations. Il y a un site que je vous présente sur cette diapo qui recense beaucoup d'outils d'information et d'aide à la décision qui existent
sur beaucoup de thématiques différentes, pas uniquement la mucoviscidose. Pour synthétiser, la prise de décision partagée, c'est un processus de prise de décision dans lequel le professionnel de santé, avec toute son équipe soignante et son patient, parfois ses proches, s'informe sur les options de prise en charge et délibère pour parvenir à un accord commun sur la décision prise. On utilise les supports à la relation que sont les OIAD et depuis quelques années, il y a plutôt une incitation des pouvoirs publics à l'implantation de cette prise de décision partagée, pour différentes raisons. Quels sont les avantages et les moyens de la prise de décision partagée? Pour les professionnels de santé, finalement, de se former à la prise de décision partagée, ça leur permet de mieux faire participer leurs patients au processus de prise de décision, augmenter leur participation et, in fine, leur satisfaction. Pour les patients, ça renforce également leur capacité à participer à la prise en charge de leur santé. Et quand on les a éduqués à utiliser, c'est pas le bon mot éduquer, mais quand on les a formés à utiliser des outils de PDP, ça les encourage finalement à poser des questions, à être curieux, à s'intéresser aux décisions qui vont devoir être prises. Les OIAD sont très utiles pour favoriser les différents moyens de communication entre les professionnels de santé et les patients, sans augmenter l'anxiété, améliorer les connaissances, la satisfaction des deux parties. Depuis quelques années, le développement de la PDP se fait dans la pratique clinique courante. Il y a un gros programme en Angleterre qui s'appelle le programme MAGIC, qui s'intéresse à la décision médicale partagée en chirurgie, en médecine. En France, ça se développe également. Par exemple, à Lyon, au centre de cancérologie du CLB, il y a beaucoup de travaux autour du cancer du sein, des travaux autour de certains médicaments pour la prévention du risque cardiovasculaire, des antibiothérapies pour les infections ORL des enfants. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire de la prise de décision partagée, plus spécifiquement dans le diabète de la mucoviscidose? Parce que c'est une situation où il peut y avoir plusieurs options de traitement qui sont parfois complexes, avec des effets secondaires qui sont variables à court, à moyen et à long terme, et où la maladie et les traitements, y compris le diabète qui se surajoute, vont avoir un impact élevé sur la qualité de vie du patient. Également parce que c'est une situation médicale particulière où les patients sont pris en charge par des équipes pluridisciplinaires qui connaissent souvent depuis longtemps et avec lesquelles ils ont déjà une relation qui est particulière et qui est souvent forte. Et donc, l'objectif a été de développer une intervention avec une formation pour les professionnels de santé à la prise de décision partagée et développer un outil spécifique de cette situation destiné à être utilisé pendant la consultation et conçu pour aider les individus à faire des choix spécifiques et délibératifs parmi les options thérapeutiques du traitement du diabète de la mucoviscidose. Comment est venue cette thématique au CRCM de Lyon? C'est assez ancien, en fait, c'est pas très ancien, 2018. On a commencé à travailler sur la prise de décision partagée et on a réfléchi à développer un OIAD sur cette thématique. Les patients avaient un besoin d'être informés et aidés dans cette prise de décision et les professionnels avaient également besoin de structurer les différentes options de traitement, mieux informer leurs patients et être aidés dans cette prise de décision. On a donc développé cet OIAD selon les critères méthodologiques habituels et ensuite on l'a testé sur l'acceptabilité, la faisabilité et les qualités psychométriques de notre outil. Et je remercie à cette occasion toute l'équipe de CRCM de Lyon, bien sûr Isabelle Durieux qui a initié ce projet et toutes les infirmières que je vois au fond, Nathalie, Frédéric, Isabelle, qui ont participé à ce projet depuis 2018. Je vous ai mis quelques diapos pour vous montrer à quoi ça ressemble un OIAD. Donc ça, c'est celui qu'on a développé au CRCM de Lyon sur le diabète de la mucoviscidose. Donc c'est un petit livret papier. Je n'ai pas mis toutes les pages parce que j'ai mis les principales. Donc c'est un petit livret qu'on utilise pendant la consultation et ensuite qu'on donne au patient, qui peut ramener chez lui, le relire, faire des annotations, le montrer à ses proches, ses aidants, etc. Donc la première page, c'était le titre. Ensuite, on a une première page d'introduction qui explique, qui donne des informations assez simplifiées sur le diabète.
quelques éléments également simplifiés de physiopathologie du diabète associé à la mucoviscidose. Et ensuite, on arrive au cœur du sujet, les différentes options de traitement qu'on propose, qui sont expliquées de façon assez précise, avec 2 options. L'option A, attendre et ne pas avoir un traitement d'insuline tout de suite. Bien sûr, on est dans une situation clinique stabilisée, sans hyperglycémie à jeun. Et l'option B, débuter un traitement de façon plus rapide. À chaque fois, bien sûr, les mesures, les recommandations diététiques, alimentaires et d'activité physique sont à suivre, peu importe l'option, qu'elle soit A ou B. Ensuite, on a une double page où on détaille pour chaque option les bénéfices et les inconvénients qui sont en rapport avec l'option pour aider le patient à faire son choix. Donc, peut-être vous ne voyez pas suffisamment bien, mais il y a différentes thématiques. Et donc, on met vraiment en balance les 2 options de façon assez pragmatique pour que le patient ait les 2 sous les yeux et puisse un peu comparer et en fonction de sa situation, mieux faire son choix. Et ensuite, on passe à l'étape 2 de la prise de décision partagée. Donc, déterminer quelle option correspond mieux à la situation personnelle, médicale, sociale, professionnelle du patient. Et ensuite, on s'assure qu'on va bien tomber d'accord sur la décision médicale à prendre entre d'une part le professionnel et d'autre part le patient. Donc, c'est le petit guide qu'on a créé. Et j'en viens à l'étude qu'on vient de débuter au CRCM de Lyon et puis d'autres centres que je remercie aussi de bien avoir voulu participer avec nous, le CRCM de Reims, Montpellier, Grenoble, Rennes et Lyon, sur l'étude forêt de muco que Vaincre la mucoviscidose nous aide également à mener, qui est une évaluation qualitative ici et ailleurs de l'implantation d'une intervention sur la prise de décision partagée dans le traitement du diabète chez des patients adultes atteints de mucoviscidose. L'objectif principal, c'est d'évaluer l'implantation d'une intervention de PDP et bien s'assurer qu'on adopte bien une posture de PDP chez des patients atteints de diabète de la mucoviscidose. Et il y a deux bras dans cette étude, des patients qui reçoivent une intervention spécifique autour de la prise de décision partagée et des centres qui continuent leur pratique clinique habituelle, qu'on appelait centre contrôle. Le critère de jugement principal, c'est l'adoption ou pas de la prise de décision partagée de façon qualitative, c'est-à-dire comment elle est perçue d'une part par le patient et d'autre part par le professionnel de santé. Les objectifs secondaires, c'est d'évaluer les effets de la prise de décision partagée pour les patients, pour les professionnels de santé et notamment sur leur pratique, évaluer comment le dispositif est facilement mis en œuvre et comment il est vécu dans les centres. Et enfin, essayer d'identifier des facteurs individuels, organisationnels, de l'environnement qui permettent de faciliter l'implémentation de la prise de décision partagée. C'est une étude multicentrique, donc il y a 5 centres participants comme je vous ai dit, et les critères d'inclusion, ils sont pas très compliqués. Finalement, c'est des patients qui ont des troubles du métabolisme glucidique au test d'HGPO ou alors avec un Holter considéré pathologique par le clinicien et qui justifierait d'une possible mise sous traitement par insuline et chez des patients, je le rappelle, stables sur le plan respiratoire et nutritionnel. Quelle est, à proprement parler, notre intervention de prise de décision partagée? Elle prend différentes formes et elle a 4 composantes. La première, c'est une formation à la prise de décision partagée, qui est en fait un e-learning qui a été pensé sous forme de modules qui peuvent être faits séparément, qui sont faits individuellement par tous les professionnels de santé du centre qui participent, qui peuvent être coupés, on peut y revenir, etc. Et la particularité de cette formation, c'est qu'elle a été créée en collaboration avec 2 patientes de notre centre à Lyon qui ont participé notamment à l'élaboration d'un petit scénario où en fait on a filmé une consultation de prise de décision partagée et une de nos patientes a accepté d'être actrice pour cette consultation. Ensuite, il y a un coaching directement par Nora Moumjid, qui est l'enseignant-chercheur experte de la prise de décision partagée, vers l'ensemble de l'équipe des CRCM qui participent. Et ensuite vient précisément la mise en place de l'intervention avec 2 visites
ou une première visite où on active le processus de prise de décision partagée en sensibilisant le patient et en lui faisant prendre connaissance de l'outil particulier qu'on a créé. Entre les 2 visites, il peut s'en servir, réfléchir, poser des questions. Et à la 2e visite, on prend la décision finale d'un commun accord. Et ensuite, il y aura un processus un peu plus élargi où on va se rapprocher des institutions, des CRCM participants pour voir quelle est leur approche autour de la collaboration avec les patients. La formation en ligne, donc elle est 4 modules, je vous ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir. Et le coaching individuel, il est surtout basé sur la participation de notre méthodologiste de la santé qui est Nora Momjid et qui va venir observer une consultation et qui pourra ainsi donner un retour sur les différentes composantes de la prise de décision partagée. Et ensuite, il y a un temps d'échange avec l'ensemble de l'équipe. Les visites se déroulent de la façon suivante. Il y a l'entretien qui se fait avec l'observateur et ensuite les 2 parties, donc le patient et les professionnels, remplissent des questionnaires pour s'assurer qu'on est bien dans la posture de la prise de décision partagée. Donc, quels sont les messages clés ? La relation patient-professionnel de santé, je ne vous l'apprends pas, c'est une relation dynamique et complexe. La prise de décision partagée, il faut l'envisager plutôt comme un mode de prise de décision qui existe parmi d'autres et qui prend en compte les préférences des patients et des professionnels de santé avec comme objectif d'arriver à un accord commun sur la décision prise. Et donc, ça nécessite la volonté des 2 parties d'être de réels partenaires décisionnels. La prise de décision partagée permet aussi d'améliorer les résultats de santé, les pratiques de prise en charge, le vécu des patients et des professionnels de santé. Et la question de l'information et de la participation du patient aux décisions de santé qu'il concerne, elle soulève différentes questions. La formation des médecins à cette thématique, quel est le point de vue des patients vis-à-vis des décisions médicales et le point de vue des médecins vis-à-vis des patients et d'accepter finalement leurs ressentis, leurs expériences et leurs explications. En tout cas, d'y être sensibilisé. Finalement, la prise de décision partagée, c'est entre autres également le résultat d'un mouvement de société qui vise à développer l'autonomie de la personne et il s'agit surtout d'offrir aux patients la possibilité d'exercer son droit à l'autonomie, donc à la prise de décision, mais en aucun cas jamais d'y obliger. L'exercice de l'autonomie, elle peut varier sous différents angles, dans beaucoup de dimensions, selon les personnes et leurs facteurs propres, individuels, culturels, sociaux, selon les moments, selon les interlocuteurs. Et donc, ça ne doit pas être un nivellement démagogique ni une vision égalitariste. Les savoirs académiques et expérientiels ne sont pas équivalents, ni même symétriques. Ils sont différents, complémentaires et inséparables l'un de l'autre. C'est pour rassurer les gens qui ont peur que finalement le patient puisse décider seul. C'est vraiment pas ça l'objectif de la décision partagée. C'est que chacun des parties puisse donner son point de vue et qu'on tombe d'accord ensemble. Et le déploiement de la prise de décision partagée doit être pensé pour tous, y compris et surtout les plus vulnérables. C'est toute la question de la littératie en santé et la compréhension des explications médicales qu'on donne aux patients. Je vous remercie pour votre attention et je voulais bien remercier tous les CRCM qui participent à notre étude. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il y a une question là. Oui, merci. Je n'ai pas l'expérience, effectivement, même si on le fait peut-être intuitivement. Est-ce qu'il y a des modalités de traçabilité de cette décision partagée dans les courriers pour ensuite qu'on puisse évoluer avec le patient et lui rappeler qu'on a pris cette décision de façon commune ? À ma connaissance, non. Alors là, dans le cadre de l'étude, ce sera forcément tracé puisqu'on est dans un protocole de recherche, mais il n'y a pas de... À ma connaissance, ce n'est pas fait et ça ne rentre pas encore dans des critères de qualité que les établissements pourraient comptabiliser et surveiller, mais
Mais peut-être c'est une façon de l'écrire dans les courriers qui peut signifier qu'on a fait vraiment ce travail. J'ai une question. Est-ce que les patients qui vont être inclus auront bénéficié d'éducation thérapeutique dans la thématique des troubles glycémiques? Ils auront déjà un petit peu ce que c'est ou c'est pas un critère d'inclusion ou d'exclusion, donc il y en aura probablement certains avec des modalités peut-être différentes, peut-être informelles, peut-être plus formelles, avec des séances plus spécifiques autour du diabète, mais entre guillemets, tant mieux si on a des profils très variés. Peut-être moduler la réponse aussi, c'est le sens de ma question. Pardon ? Ça peut peut-être moduler également le sens de l'adhésion au process ou pas? Oui, en diabétologie, on travaille depuis de très très nombreuses années. On est dans la culture de l'éducation thérapeutique. C'est vraiment, c'est une des premières disciplines qui a pris vraiment le chemin de l'éducation thérapeutique. Alors, dans tout ce cheminement, j'ai beaucoup revu, retrouvé des choses, nous, dans nos programmes d'éducation thérapeutique. Alors, qu'est-ce qui différencie, in fine, la démarche d'éducation thérapeutique avec l'entretien motivationnel, avec le respect du patient? Qu'est-ce qui différencie l'éducation thérapeutique de la décision médicale partagée? Ou, je dirais que après, ce sont des mots. Si on fait l'un ou l'autre, c'est très bien, je dirais. Mais qu'est-ce qui différencie les deux, à ton avis? Ça rentre dans le niveau d'information, collaboration. Après, l'éducation thérapeutique a un cadre formel très structuré que n'a pas la décision médicale partagée. Mais les choses se recoupent, ils sont complémentaires. Il n'y a pas de cloisonnement entre les différentes stratégies. Alors, moi, j'ai une chose que j'ai bien aimée et je vais m'en inspirer, c'est le fait de devoir, nous on ne le fait pas ça, mais de devoir cocher. Non, mais je pense que c'est de faire la démarche, de dire au médecin, non, moi je ne veux pas d'insuline, moi non, je ne veux pas d'insuline, on discute, et bon, je ne veux pas d'insuline, et on l'explique. Alors, chacun explique ses arguments, c'est comme ça qu'on fait. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis, au bout du compte, c'est je ne veux pas, bon, très bien. Mais le fait de remettre un petit document, et puis après de dire, la prochaine fois, vous me le ramenez, et vous cocherez, je pense que ça amène peut-être à une réflexion peut-être différente. Voilà. Et le fait de laisser un petit peu de temps de réflexion est important aussi, parce que les gens vont forcément questionner d'autres sources d'informations, vont avoir aussi leur entourage, leurs proches avec qui ils vont en discuter. Donc, les arguments peuvent être un peu variables de la première à la deuxième consultation. Les pensées évoluent. Et après, est-ce que vous avez pensé récolter des données d'observance pour les patients qui auraient bénéficié de cette prise de décision partagée? Sur l'insuline, par exemple, est-ce qu'ils vont mieux surveiller leur glycémie ou faire plus régulièrement leur injection? Est-ce qu'ils mettront mieux en application la décision qui aura été prise conjointement? Je ne sais pas. J'espère, si finalement on arrive à tomber d'accord sur une décision qui leur correspond le plus possible, qu'on tendra vers une meilleure observance, mais je n'en ai pas la certitude. Et spécifiquement dans cette étude, ce n'est pas des données qu'on va regarder, non. Après, il y a 2 questions en ligne. Il y en a une, c'est savoir si votre livret de Lyon d'outils et d'information d'aide à la décision serait disponible pour tous les CRCM. On le rendra disponible dans quelques temps. Bon, en tout cas, ce sera avec plaisir, on l'attend. Et le deuxième, c'est peut-être pour Madame Kessler. Le thème du diabète de la mucoviscidose est-il abordé dans des congrès de diabétologie dans le but de sensibiliser les diabétologues moins impliqués? Je ne sais pas qui a posé la question, mais je remercie la personne. Parce qu'en fait, au congrès de la Société francophone du diabète 2022, qui a eu lieu à Nice, il y a eu un symposium dédié au diabète de la mucoviscidose. Et qui plus est,
dans ce congrès de la Société francophone diabète, Laurence Weiss, pneumopédiatre très impliquée dans les CRCM, a participé. Donc pour dire qu'effectivement, les liens doivent se faire, la personne a tout à fait raison qui a soulevé cette question, les liens doivent se faire dans les deux sens. C'est-à-dire que des diabétologues puissent apporter leur expertise dans la diabétologie, mais aussi que les diabétologues apprennent de la spécificité de la mucoviscidose, apprennent de la spécificité de la prise en charge de ces patients. Ça, je suis complètement d'accord. On a encore quelques minutes pour quelques questions pour l'une ou l'autre de nos intervenantes cet après-midi. Il y a une question là, devant. Moi, c'est pas une question, c'est plus... Je suis ici. C'est plus une remarque pour dire que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a un groupe actuellement en cours sur l'ETP, sur le diabète de la mucoviscidose, avec des mucologues et des diabétologues, qui est en train de construire... Je suis là, tout là-haut, tout le monde me cherche. Ah voilà, merci. Qui est en train de construire des outils d'éducation thérapeutique à destination des patients et des livrets pour les soignants. D'ailleurs, c'était en même temps que c'était ces jours-ci, pile en même temps que notre congrès. Donc, il y a encore une autre question. J'ai soulevé le problème de l'éducation thérapeutique, mais c'est en fait des cheminements qui sont quand même assez, enlacés les uns les autres. Et je crois que surtout, il ne faut pas, ça ne serait pas une bonne idée de séparer les choses. Je pense que ce qui est important, c'est la démarche que le soignant prend pour essayer d'avoir cette décision médicale partagée. Je crois que c'est ça surtout qui est important. Il y avait encore une question, je crois, là. Bonjour, moi je voulais savoir si la MCG était pratiquée de façon systématique dans les CRCM, puisque ça semble être l'avenir. Quelle est la politique globale là-dessus ? Oui, l'enquête a montré effectivement que c'était très pratiqué, un tout petit peu moins que la GPO, et il y a 32% des centres qui le font déjà de façon annuelle, couplée pour l'instant à la GPO. Donc c'est très pratiqué. Maintenant, effectivement, le manque de normes, notamment pour diagnostiquer le diabète, ça rend un peu difficile, mais je pense que de plus en plus, c'est fait de plus en plus. C'est très pratiqué chez les enfants et même avant l'âge de 10 ans. Nous, à Strasbourg, on le fait très facilement entre 5 et 10 ans, sans forcément faire d'AGPO. Et je pense que ça va permettre, ce qui est important, c'est le suivi, effectivement, de ces patients, tenant compte à la fois de leur forme clinique, respiratoire, nutritionnelle, de la présence d'un modulateur ou non. Donc c'est un examen complémentaire. Mais c'est très pratiqué pour répondre à votre question. Est-ce qu'il y a encore une ultime question ? Oui, je vais poser la question que j'avais essayé de poser tout à l'heure à Laurence à propos du T60 de la GPO. Je parle d'une étude à laquelle on a participé dans la région Rhône-Alpes, qui a été publiée, dans laquelle on avait fait des T60 dans des AGPO d'enfants et d'adultes, suivis pendant plusieurs années. Et autant que je sache, on n'avait rien trouvé en lien avec l'état clinique, la fonction respiratoire pour le T60. Donc, est-ce qu'on est vraiment absolument sûr qu'il faut faire des T60 et pour quelle interprétation ? Alors, la plupart quand même des études récentes montrent un intérêt effectivement plus du T60 que du T120. Et que ce T60 de la GPO est plutôt associé effectivement à différents paramètres de la mesure continue du glucose. Après, ça donne un diagnostic, mais ce qui est plus difficile, c'est de savoir à quel moment il faut traiter. De toute manière, le T60 va surtout déclencher le fait de faire une mesure continue de glucose, s'il est élevé, en fin de compte. Oui, tout à fait. En tout cas, je pense que l'index, c'est-à-dire les glycémies intermédiaires supérieures à 2 grammes par litre, il faut les regarder avec attention et
surveillée, soit par une mesure continue glucose, soit une AGPO. Est-ce qu'il est nécessaire de faire un T2 heures? Je ne suis pas convaincue, mais pour l'instant, je pense qu'il faut faire les 2 temps. Eh bien, on va clôturer dans les temps cette session. Je remercie nos 3 intervenantes de cet après-midi. Et on va donc reprendre à 16h30. Donc, on a une demi-heure de pause.